Tu es devant ton ordinateur, prête ou prêt à avancer sur les tâches de ta journée. Tu commences quand, soudain, une notification retentit. C'est un commentaire sur Instagram, tu le vérifies, puis tu remarques que ton collègue a publié une story. 30 minutes et 25 stories après, tu réalises que tu t'es perdu. Et tu reviens donc à ton travail. T'avances un peu, ensuite, il faut faire une recherche sur Google. Tu y vas, tu trouves ce que tu cherches, avec un petit bonus. La recherche mène à une vidéo YouTube qui te semble très intéressante. Tu cliques dessus, tu regardes la vidéo, qui te mène ensuite à une autre vidéo, puis à une autre vidéo, puis à une autre vidéo. 2 heures après, en plein milieu d'une interview de Kim Kardashian, tu te demandes comment t'es arrivé là et tu te dis que tu devrais probablement retourner au travail. Tout le reste de ta journée se passe comme ça. À un moment donné de travail, le triple à faire autre chose. Est-ce que tu t'es reconnu dans cette scène ? Je pense que pour la plupart d'entre nous, oui. Peut-être que t'as cette idée de toi-même, peut-être que tu te racontes que t'es quelqu'un qui ne travaille que sous pression du temps. Comprends par là, ne travaille que quand il doit faire le travail censé être fait en 4 mois, en moins d'1 semaine. Autrement appelé, l'excuse parfaite du procrastinateur. Je connais bien, c'était mon excuse préférée. À chaque fois que tu dois commencer à travailler, un combat, que dis-je, une guerre, commence dans ton cerveau. D'un côté, il y a la partie qui sait qu'elle doit travailler, qui te pousse à le faire, qui te donne toutes les raisons de le faire. Et de l'autre côté, la partie qui te dit « Mais non, tu vas pas mourir si tu regardes encore un épisode avant de te mettre au travail. Allez, détends-toi ». Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que cette partie est la plupart du temps celle qui gagne la guerre. C'est aussi celle qu'on préfère, celle qui nous fait instantanément se sentir bien. Le problème, c'est que cette partie-là ne nous veut pas du bien. Elle veut juste qu'on soit confortable. Certains se sentent nuls, incapables, coupables de ne pas pouvoir aller à l'encontre de cette facette d'eux-mêmes, sans savoir que ce n'est pas forcément quelque chose de psychologique. C'est avant tout une caractéristique biologique. En fait, le cerveau déteste faire des tâches qui demandent un effort. À l'époque de la préhistoire, les hommes préhistoriques devaient faire face à un tas de dangers. Être attaqués par des tigres à dents de sabre pendant leur séance de chasse en est une parfaite représentation. Quand le tigre colossal s'approchait d'eux, le cortex préfrontal de nos ancêtres, partie du cerveau responsable entre autres de nos prises de décision, de nos initiatives et du contrôle qu'on a sur nous-mêmes, s'éteint et l'amygdale s'allume. L'amygdale, c'est la partie responsable de la détection de tout ce qui peut être un danger pour l'organisme. Quand un danger potentiel est détecté, le corps se met en mode fight or flight, qu'on appelle en français la réponse combat-fuite. Le corps se fige, le rythme cardiaque augmente. Tous les sens se mettent au service de notre survie. L'hormone de l'adrénaline est relâchée. Bref, nous nous préparons à combattre ou à fuir. En clair, notre organisme se prépare à survivre par n'importe quel moyen. Des centaines de milliers d'années sont passées, l'évolution a fait son travail, et nous autres, Homo sapiens du XXIe siècle, on a gardé dans nos cerveaux les vestiges de cette période. Le cerveau a gardé en mémoire que pour survivre, il faut éviter tout ce qui nous stresse. Le problème, c'est que ce qui embêtait nos ancêtres lointains, c'était les mammouths et les tigres. Et nous, ce qui nous embête, c'est de finir un projet dans les temps. De faire nos devoirs, de ne pas manger ce délicieux gâteau, ou de parler à un inconnu, par exemple. Notre cerveau, lui, voit toutes ces situations de la même manière. On ressent les mêmes symptômes. Stress, cœur qui se fige, accélération des battements du cœur, réponse combat-fuite. Parfois, on choisit le combat, souvent, on préfère fuir. Quand on choisit cette deuxième option, on choisit de céder, de procrastiner. On choisit le plus confortable, le moins dangereux. C'est important de comprendre ça pour ne plus t'en vouloir. Ne plus te considérer comme une nullité. Parce que, de nouveau, ce soir, t'as fini devant la télé au lieu de réviser pour tes partiels. Quand tu décides de faire la chose la plus dure, la moins confortable, tu te bats littéralement contre le danger. À ce moment-là, t'es Indiana Jones ou Lara Croft. T'es Superman. Quand tu n'y arrives pas, t'es un humain. C'est tout. Rien de moins que ça. Le fait de comprendre ça m'a permis de ne plus m'en vouloir
quand je perdais contre la partie archaïque de mon cerveau. Et plus important, de me poser la question suivante. Mon cerveau est le résultat d'une évolution complexe que je ne peux pas contrôler. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire qui puisse m'aider à me battre contre le refus catégorique de mon cerveau à faire la moindre tâche contraignante? Eh bien la réponse, bien sûr, est oui, et pas qu'un peu. Toutes les techniques de passage à l'action que je te donne dans ce podcast en sont un exemple. Et en fait, elles vont te permettre d'être quelqu'un qui n'a pas besoin de stress pour se mettre au travail. Tout ce podcast est là juste pour cette raison, pour te donner toutes les informations nécessaires, les réflexions, les questions, les pistes, les hacks nécessaires pour que tu puisses te mettre en action et ne pas céder à cette partie-là de toi-même. Du coup, ça nous amène à la deuxième partie de cet épisode, qui est une leçon qui est très importante à comprendre, que j'ai appris dans le livre de Kelly McGonigal, qui est une psychologue et docteure en psychologie et également professeure à Stanford. Elle a écrit un super livre qui s'appelle The Willpower Instinct. En français, je sais pas trop comment il s'appelle, je mettrai dans la description, qui est incroyable, qui est l'un des livres qu'il faut avoir lu avant de mourir, selon moi. Et donc dans ce livre, elle explique qu'il y a 3 formes de discipline. Il y a la forme « je vais », la forme « je ne vais pas » et la forme « je veux ». Le pouvoir du « je vais », c'est la capacité de faire ce que tu dois faire quand tu n'en as vraiment pas envie. Par exemple, aller à la salle de sport au lieu de rentrer directement chez toi. Manger sain au lieu de commander une pizza. Ou bosser sur ton projet au lieu de regarder YouTube. Le pouvoir du « je ne vais pas », c'est la capacité de prendre la décision de ne pas faire ce qu'on a absolument envie de faire sur le moment au profit de ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Par exemple, se dire non quand nos jambes nous emmènent au tabac pour acheter un paquet de clopes alors qu'on avait décidé d'arrêter de fumer. Ou alors se refuser le droit à la procrastination répétée quand on a un projet à atteindre. En gros, c'est dire non quand il faut dire non, même si c'est une torture sur le moment. Ces 2 pouvoirs ne constituent pas à eux seuls notre capacité à être en contrôle. Il y a aussi un 3e élément qui est souvent ignoré, c'est le pouvoir du « je veux ». Le pouvoir du « je veux », c'est pas juste le fait de savoir ce qu'on veut, parce que le cerveau, il nous joue bien des tours. Et pour passer la journée à rien faire, il va mettre tout en œuvre pour nous convaincre que ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est se taper tous les épisodes des Marseillais en replay. C'est regarder des vidéos de pranks sur YouTube, ou alors manger ce paquet d'Oreo tout entier. Alors oui, tout ça, on le veut vraiment sur le moment. Mais maîtriser le pouvoir du « je veux », c'est avoir la capacité de se rappeler de ce qu'on veut vraiment. Pas seulement de ce qu'on veut aujourd'hui. C'est avoir du recul sur sa vie. Se rappeler de ce qui est essentiel, de ce qu'on désire sur le long terme et pas là tout de suite. Quand la tentation de faire un marathon de tous les Harry Potter, même si je suis jamais contre de faire un marathon Harry Potter, de manger un grec ou d'acheter la nouvelle collection de Zara frappe à la porte, il faut pouvoir se rappeler que ce dont tu as vraiment envie, par exemple, c'est d'avancer dans ton projet, c'est de rentrer dans tes jeans, c'est de manger plus sainement parce que tu commences à avoir des problèmes cardiaques par exemple. C'est au lieu d'acheter les derniers vêtements qui sont sortis chez Zara hors de prix, commencer à prendre la responsabilité sur tes économies, sur ton argent, sur tes finances et commencer à mettre de côté pour les jours pluvieux parce que jusque-là tu vis au jour le jour par exemple. Si tu n'arrives pas à prendre le recul nécessaire sur ce que tu désires vraiment, tu passeras ton temps en fait à courir après tes envies du moment, en oubliant tes vrais projets, ceux qui comptent vraiment et qui changeront ta vie. La discipline, selon Kelly McGonigal, c'est avoir la capacité de cultiver ces 3 pouvoirs et de les utiliser quotidiennement pour arriver à déjouer les pièges que notre cerveau nous joue et les distractions du monde dans lequel on vit. Et d'abord, essayons un peu de comprendre c'est quoi la discipline à un niveau biologique. Revenons 100 000 ans en arrière. Tu fais partie de l'espèce la plus évoluée d'Homo sapiens. Tu sais utiliser le feu et chasser des grosses bêtes à l'aide d'outils que tu as créés toi-même. Le temps où tes seules responsabilités consistaient à trouver de la nourriture, te reproduire et tenter de ne pas croiser des bêtes féroces est révolu. Maintenant, tu vis en société, ou plutôt en tribu. Désormais, ta survie dépend en partie des autres Homo sapiens de ta communauté. Qu'est-ce que ça implique ?
Eh bien, que tu as une nouvelle responsabilité. Apprendre à cohabiter. Ça signifie que maintenant, tu dois apprendre à partager tes ressources, à coopérer avec les autres, faire des tâches que tu n'as pas forcément envie de faire pour le bien du groupe, apprendre à te mettre des limites, comme par exemple ne pas convoiter la femme de quelqu'un d'autre de ta tribu, et ne pas manger toute la nourriture parce que ça pourrait causer ton exil. Et du coup, tu te retrouverais seul. Et surtout, il faut être en bon terme avec les autres parce que si tu tombes malade, il faudra pouvoir compter sur eux pour te fournir en nourriture, le temps de reprendre pied. Tu dois apprendre à vivre dans un système d'entraide, de solidarité, de partage de devoirs et de bénéfices. Un nouveau système qui peut pas se développer si tout le monde se laisse aller à ses envies et ses pulsions. Un système qui requiert de ses membres du self-control. En d'autres termes, de la discipline. La survie entière du clan reposait sur la discipline de ses membres. Il fallait éviter de se battre avec les membres de sa propre tribu, il fallait partager la nourriture avec tout le monde, même si t'avais encore faim. Ou encore, assurer ta descendance aux côtés de quelqu'un avec qui tu essaieras de rester à vie, et ne pas juste te reproduire avec n'importe quelle personne qui croise ton chemin. Pour résumer, ces instincts qui, quelques générations plus tôt, étaient tout ce qu'il y a de plus normal, aujourd'hui, enfin, il y a 100 000 ans, tu m'as compris, peuvent te causer beaucoup d'ennuis. Le pouvoir de se contrôler est à l'origine de nos sociétés. C'est ce qui nous a différenciés d'abord des animaux et ensuite des autres humains. C'est essentiel au besoin de coopération entre mêmes espèces et divers systèmes de vie en société durable. Aujourd'hui, donc 21e siècle, nos cerveaux sont le produit de toute cette histoire. On est le résultat de centaines de milliers d'années de pratiques, de contrôle sur nous-mêmes. Et c'est comme ça, les enfants, que la discipline est née. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité de se contrôler, mais certains l'utilisent plus que d'autres. Les plus disciplinés réussissent tout plus que tout le monde. Il a été maintes et maintes fois prouvé que la discipline est beaucoup plus déterminante pour la réussite professionnelle et scolaire que l'intelligence, et que ceux qui la développent le plus sont en général plus heureux et réussissent même à préserver leur couple et leurs liens sociaux beaucoup plus longtemps que les autres. Maîtriser ces 3 pouvoirs qui sont la base de notre cortex préfrontal est donc d'une importance capitale. C'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Plus on les développe, plus on évolue. Pour comprendre l'importance de ce cortex préfrontal et du rôle qu'il joue sur notre vie, je vais te raconter une histoire. Phineas Gage est un jeune homme de 25 ans qui travaillait en tant que cheminot. Il était superviseur d'une équipe qui le respectait et qui l'aimait énormément. Ses coéquipiers disaient qu'il travaillait mieux que tout le monde. Les membres de sa famille disaient de lui qu'il était discret et respectueux. Tous ceux qui connaissaient disaient qu'il était doté d'une volonté de faire. C'était un homme qui avait un grand contrôle sur sa vie. Mais tout a changé le jeudi 13 septembre 1948. Au cours d'une journée de travail, une des bombes qu'ils avaient installées, qui ne devait pas encore s'activer, explosa bien plus tôt que prévu. Le résultat, c'est qu'une barre de fer a sauté dans l'air et elle a percé violemment la joue gauche de notre pauvre ami Phineas Gage. Elle a traversé son crâne avant de retomber de l'autre côté, emportant une petite dose de sa matière grise avec elle. En fait, cette barre, elle venait d'emporter une petite partie de son cortex préfrontal. Contre toute attente, Phineas, il est pas mort. D'ailleurs, il s'est même pas évanoui. Ses coéquipiers, ils l'ont emmené directement se faire soigner et 2 mois après, il était, selon ses propres dires, parfaitement rétabli. Seulement, en retournant à sa vie normale, son entourage a remarqué que quelque chose d'étrange s'était passé. Quelque chose ne tournait pas rond. En fait, sa personnalité avait grandement changé. Son médecin a déclaré, en le sculptant, que l'équilibre entre ses facultés intellectuelles et son instinct animal avait tout bonnement disparu. Il était plus capable de se tenir, il ne voulait plus faire de tâches pénibles, il était très désagréable avec sa femme, il disait des obscénités, il n'avait plus aucune patience, abandonnait chaque projet qu'il commençait. Enfin bref, ses amis et sa famille ont tous déclaré ne pas le reconnaître. Ils ont dit aux médecins que l'homme qu'ils avaient devant eux n'était pas Phineas Gage. Ainsi se termine l'histoire du pauvre malheureux qui venait de perdre ce qui faisait de lui un humain capable de vivre en société. Quand il a perdu son cortex préfrontal, il a perdu sa capacité à se contrôler. Ce qui apparaît comme des traits de caractère faisant partie intégrante de nous-mêmes ne sont parfois que le résultat de telle ou telle partie de notre cerveau.
Et même si l'histoire de Phineas Gage n'est pas commune, parce que les risques pour que ton cerveau soit transpercé et que tu perdes ton cortex préfrontal, ils sont pas très élevés, heureusement, elle nous apprend quand même qu'on peut tous devenir des Phineas Gage à un moment donné. Par exemple, en consommant de l'alcool, ou en manquant de sommeil, ou en prenant des drogues, ou en étant hyper stressé, ou en étant hyper fatigué, et plein d'autres circonstances qui paralysent notre cortex préfrontal et nous laissent donc sans défense face à nos émotions et nos instincts les plus primaires. Le facteur évolutionniste nous a donc donné la discipline. Mais donc pourquoi est-ce qu'on a gardé nos instincts d'avant ? La réponse, elle est simple. Madame Évolution n'aime pas recommencer à zéro. En fait, au lieu de complètement tout reprendre du début à chaque fois que nos cerveaux devaient s'habituer à une nouvelle ère, elle a plutôt fait le choix de les laisser exactement comme ils sont et d'y ajouter simplement de nouvelles fonctionnalités, au fur et à mesure. Par exemple, quand les premiers hommes ont commencé à former des clans et que la retenue et le contrôle devenaient primordiaux, nos cerveaux ont gardé leurs instincts animaux qui leur avaient servi pendant des milliers d'années. Mais ils ont reçu un nouveau cadeau, le pouvoir de la discipline. Cette nouvelle capacité contraste carrément avec nos instincts. Mais c'est comme ça que l'évolution fonctionne. Elle ne supprime jamais quelque chose dont on a eu besoin auparavant. Elle se contente d'ajouter de nouvelles capacités utiles. En fait, certains neuroscientifiques disent que nous avons un cerveau, mais deux esprits. Il y a celui qui agit sans réfléchir et qui ne pense qu'à ce qu'il veut, là, tout de suite. Et celui qui agit avec précaution et qui sait faire passer ses envies importantes avant ses envies pressantes. On passe notre temps à être soit l'un, soit l'autre. Certaines personnes sont plus l'une que l'autre et parfois, on s'identifie comme étant le premier, parfois comme étant le deuxième. D'après Kelly McGonigal, l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de toujours s'identifier comme étant celui qui veut tout de suite et de voir la partie de nous qui est plus sage comme une autre forme de nous-mêmes, qui nous garde sur les rails de temps en temps. Elle dit qu'il faut au contraire commencer à s'identifier comme étant le sage qui contrôle ses pouvoirs du je veux, je vais et je ne vais pas, et considérer que la partie animale et capricieuse de nous est juste une partie de notre cerveau qui veut des gratifications instantanées et à qui on fait plaisir de temps en temps. Mais le moi véritable, celui qui mène la danse, c'est la partie qui a du recul et qui agit dans notre intérêt général. Voilà, c'était important pour moi de vous parler de ça, de vous parler de ce livre, de cette psychologue, de ce qu'elle a écrit et de ce qu'elle m'a enseigné, parce que je trouve que c'est super important de savoir ça. C'est super important de comprendre comment est fait notre cerveau, comment fonctionnent les schémas mentaux, comment fonctionne chaque partie du cerveau, et aussi ça permet de redescendre un peu la pression sur nous-mêmes et de comprendre qu'en fait, quand tu te bats contre toi-même, tu te bats contre quelque chose qui date de milliers d'années, tu vois. Il faut pas le prendre personnellement. Dites-toi qu'on est tous comme ça, qu'on veut tous la facilité, qu'on veut tous des gratifications instantanées, qu'on veut tous vivre le moment présent sans penser à demain. C'est complètement normal. Sois plus clément envers toi-même, sois plus clémente envers toi-même. Ne te martyrise pas quand tu n'arrives pas à faire les choses. Juste, essaye de cultiver ces 3 pouvoirs, essaye juste de faire de ton mieux. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a appris des choses, que tu as aimé être en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai adoré faire cet épisode. En attendant le prochain épisode, je te dis à bientôt. Ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.